Maintenant, je vous propose d'accueillir Saskia Cousin, donc, qui est anthropologue et sociologue. Et on lui a demandé de réfléchir. Alors, il y a évolution et révolution, hein, donc, sur les pratiques et des représentations du tourisme et des vacances. Donc, merci d'être avec nous ce matin. Et en tout cas, Saskia Cousin est quelqu'un qui connaît bien notre secteur. Et je pense que vous l'avez entendu il n'y a pas longtemps à la télévision. Je l'ai vu sur plein de problématiques. Et je crois que merci d'avoir pris un peu de temps pour venir nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci de l'invitation. Alors j'ai toujours un peu un syndrome de l'imposteur. C'est pas du tout féminin. C'est quand je viens ici, c'est-à-dire parce qu'en fait j'ai commencé ma thèse en 97. Et donc en fait j'ai travaillé notamment sur les enjeux politiques du tourisme et travaillé sur la politique de Michel de Messine. Donc je me dis bon bah qu'est-ce que je vais commenter les travaux et les enquêtes que vous faites et le travail que vous faites. Donc en fait je me sens plus utile dans des sphères néolibérales que parmi vous, mais en réfléchissant à comment je pourrais apporter quelque chose, je vais moins parler des pratiques, hein, puisque vous les connaissez. Il y a eu cette enquête qui a été faite sur les pratiques, l'enquête aussi avec l'IFOC, avec la Fondation Jean Jaurès. Et j'ai plutôt réfléchir à la question des images, des imaginaires qui finalement ont été bouleversés pendant la pandémie. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, on a gagné une bataille culturelle au sens de Gramsci, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas une forme d'appropriation. On le voit avec les usages par Airbnb d'un vocabulaire qui était autrefois celui du tourisme social et solidaire. Donc je voudrais un peu revenir sur comment se sont construits ces images et les imaginaires, ce qui s'est passé très rapidement pendant la pandémie, puisque vous le savez, et puis peut-être ce qui nous attend. Et c'est pour ça que j'ai rajouté un R à évolution. D'abord parce qu'en tant qu'anthropologue, je connais les méfaits des théories évolutionnistes qui sont inscrits dans une histoire du progrès, qui voit le progrès technique comme un progrès social et ça pose un certain nombre de problèmes. Et la révolution, c'est aussi une notion en astronomie, hein, c'est un cercle, quelque chose qui revient. Et donc j'essaye aussi de penser les pratiques et de loisirs ou de vacances à partir d'autres formes de rapport au monde, notamment dans la pensée Yoruba où on dit que les fils sont les pères des pères et on pense le monde d'une autre manière. Et comment est-ce que finalement on travaille dans l'avenir avec les ancêtres, mais aussi la façon dont le passé va s'articuler et revenir en permanence. Voilà, c'était un peu la minute théorique. Alors en général, j'ai pas ça. Moi, j'ai toujours mon ordinateur. Je sais pas trop comment. Ah, ça marche. Donc voilà, là, je vais venir juste un point sur ce que j'entends sur image, imaginaire et imagination. C'est pas moi, hein, c'est l'ensemble des théories. C'est pour ça que je vous ai mis imaginaire dans le titre et pas représentation. Donc là, je vais juste vous mettre une image. Je ne vais pas la commenter pour le moment, juste qu'est-ce que ça vous suscite, pour qu'on discute aussi de comment est-ce que le tourisme et les vacances produisent des images, des imageries. Voilà, j'y reviendrai après. J'ai commencé à travailler sur ces questions-là quand on a coordonné un programme sur les big data en 2012, et là, c'est une cartographie des photos, et c'est que en 2012. Hein. Maintenant, de toute façon, cette carte, elle est totalement noire, hein, en fait. C'est simplement l'emplacement où des gens ont posté, la densité de gens qui ont posté des photos sur un site qui s'appelait Panoramio en 2012. On n'est que en 2012. Et on voit le détail de toutes les côtes, on voit le chemin de Saint-Jacques, on voit la vallée de la Loire, on peut zoomer jusqu'à une échelle très très fine. Et ça, c'était en 2012. Et là, on s'est dit, OK, donc on travaillait sur les densités, les circulations, les relations, et après on a travaillé sur Airbnb, enfin plein de données. Et là, on a scrappé une base qui s'appelle Booking. Mais je me suis dit, bon, OK, on travaille sur des densités de flux, mais aussi toutes ces images, ces millions d'images, on travaille sur 1 milliard d'images. Forcément, elles ont des effets, en fait, sur la manière dont on se représente les vacances, les loisirs. Évidemment, elles ont des effets. Et elles ne sont plus appropriées, négociées et mises en marché uniquement par le marché du vacances et du tourisme, mais aussi par des formes qui souvent sont mimétiques, mais pas seulement, par chacun de nous. Et on le connaît avec l'effet Instagram, hein, qu'on a l'effet mimétique accéléré. Donc là, je me suis dit, il faut vraiment qu'on travaille aussi sur les images et ce qu'elles nous font et ce qu'on peut en faire concrètement. Et donc des images, je vous passe juste des images. Donc ça, il y a un imaginaire du tourisme qui est celui-là. Donc souvent les journalistes sont là. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le tourisme de masse? Alors en général, c'est plutôt du racisme
tourisme de classe. Tourisme de masse égale densité de personnes issues de classes populaires, souvent dans l'imaginaire de journalistes. Voilà. Donc en fait, alors qu'évidemment qu'on sait que la densité de personnes dans un endroit ne veut rien dire, puisque ça dépend en fait du lieu qui l'accueille, et que 100 personnes dans un endroit peuvent poser plus de problèmes que 10 000 dans un autre. Donc on a cet imaginaire-là, et évidemment avec des réalités aussi, hein, de pression, de densité, de pression écologique notamment, mais aussi sociale. Il y a un autre imaginaire, et celui-là, il est très puissant. Je pense qu'il faut... les derniers clips de Air France sont en fait un imaginaire très puissant dans cette manière de faire correspondre l'avion et le voyage. Et donc en fait, si vous travaillez sur la manière dont s'est construit l'imaginaire du voyage, dans les enjeux, on va dire, écologiques, culturels, et qui sont les nôtres aujourd'hui, le plus puissant imaginaire, un producteur d'imaginaire qui associe l'aérien au voyage, à l'élégance, à Paris, c'est la capacité, en fait, notamment de la compagnie Air France, de produire des images qui vont imprégner notre imagination. Et puis les images et les imaginaires, c'est pas que des images au sens de l'imagerie, c'est aussi la manière dont sont construits, reproduits en permanence des indicateurs que vous connaissez bien, qui disent pas grand-chose des pratiques, mais qui finalement, et on l'a vu avec la pandémie, je vais y venir, en fait, colonisent nos imaginaires. C'est-à-dire que vous êtes des spécialistes, vous savez que ces indicateurs ne disent rien, mais les gens pensent qu'il y a 1,5 milliard de touristes. On sait qu'il y a à peu près 200 millions de personnes qui prennent l'avion et que 1% de l'humanité a déjà pris l'avion. Mais en fait, il y a cette espèce de répétition par l'Organisation mondiale du tourisme qui vous dit 1,4 milliard de touristes. Alors ça, c'était avant la pandémie. Non, en fait, c'est des arrivées internationales, tout le monde le sait. Enfin, quand on est dans le secteur, on le sait. Mais en fait, cette répétition permanente de l'idée qu'un touriste, c'est quelqu'un qui dort dans un hébergement marchand et qui prend l'avion, en fait, elle a des effets des effets réels. Il y a aussi toute la question, évidemment, les définitions arbitraires qui sont produits pour des raisons sur lesquelles que vous connaissez bien par les institutions internationales liées au tourisme. Il y a aussi tout l'imaginaire de la Chambre Blanche, qui a une histoire, hein, la Chambre Blanche du Tourist Club de France, qui a un rapport, enfin, pareil, je ne vais pas refaire un historique et ça serait inutile, mais qui finalement, en fait, sur la question du qualitatif, par exemple, vous avez des normes qualitatives qui font que finalement, plus vous êtes polluant, par exemple, plus votre chambre est grande, plus il y a de la clim dans l'hôtel, plus vous allez avoir des critères qualitatifs. Je parle dans l'industrie. Et donc finalement, ça construit en fait ces catégories-là de l'hôtellerie, par exemple, ont des effets. Et puis c'est l'invisibilité aussi de beaucoup de pratiques, puisque comme on sait, plus de 50% des Français partent dans des hébergements non marchands. Et ensuite, donc on ne voit pas les autres dans les indicateurs. Et en plus, il y a une confusion entre le marchand et le commercial. Et donc là, il y a vraiment aussi un problème. Ce n'est pas parce qu'on va payer quelque chose qu'on est dans un rapport commercial, par exemple avec un lieu qui vous accueille, hospitalier. Donc c'est aussi cette question de dissocier. En fait, il n'y aurait pas d'un côté le gratuit et de l'autre côté le marchand qui, évidemment, vous en êtes l'exemple. Et donc l'enjeu, puis le dernier enjeu, c'est le fait de distinguer les touristes et les habitants comme si ce n'étaient pas les mêmes personnes. Et donc de penser en termes de catégories qui, en fait, dans les pratiques, dans les images, dans les représentations de soi et de l'autre, sont totalement peureuses. Donc voilà, ça donne en fait un discours qui est un discours dans le genre on pourrait classer de viriliste, c'est-à-dire toujours plus haut, toujours plus loin, un discours du flux, un discours de la quantité. Donc voilà, c'est les objectifs en termes quantitatifs que vous connaissez bien. Donc ça, c'est qu'on avait voilà, ça c'est par exemple le capitalisme de plateforme en 2015. Donc on comprend la politique d'Airbnb quand on voit comment sont localisés les sites, et ça c'était en 2005. Et puis arrive la pandémie, qui finalement, d'une certaine manière, pour les imaginaires, d'une façon alternative de penser le voyage, les vacances, ont été, on va dire, le coronavirus a été un allié dans cette construction alternative des imaginaires. Donc, je passe, hein, vous avez tous vécu ça, présenté comme une catastrophe industrielle, coup d'arrêt pour le tourisme international en 2020, voilà. Et ce qui était intéressant, c'était, par exemple, l'Organisation mondiale du tourisme qui
découvrent d'une certaine manière qu'il existe du tourisme domestique. Donc ça, c'était vraiment intéressant de voir le changement des notes d'indicateurs de l'Organisation mondiale du tourisme qui tout d'un coup en fait s'est intéressé au tourisme domestique, alors que dans l'ensemble des pays, ça représente 80%. Hein. C'est pas que pour la France, c'est pareil en Chine, c'est pareil partout. Mais évidemment, c'était pas ça qui était mis en avant, puisque ce qui compte, c'est l'industrie aérienne. Et donc, on a un certain nombre de rapports qui sortent à ce moment-là et qui disent il y a du tourisme domestique, avec aussi ce rapport domestique, c'est dévalorisant, vous voyez. Je reste dans mon approche genrée. Et puis nous, ce qu'on a fait en fait pour un article qui a été publié en décembre 2021, c'est qu'on a regardé le nombre de commentaires postés sur Booking en 2019, 2020 et 2021 par rapport aux villes. Et on voit des transformations assez intéressantes avec des villes qui ont plongé, d'autres beaucoup moins. On voit émerger des villes comme Limoges, Vierzon, des villes secondaires, et puis, enfin voilà, donc une espèce de ratio, en fait. Évidemment, Paris s'effondre, et puis il y en a d'autres qui vont monter. Alors ça, cet article est en accès libre avec toutes les données, hein. Si ça vous intéresse, je vous donnerai les références. Mais bon, entre l'été 2019 et 2020, c'est Le Havre, Saint-Étienne, Toulon, Besançon. Vous voyez, on sort en fait des flagships habituels. Ah, pourquoi ça marche pas ? Ouf. Alors, je suis passée à... Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ok, merci, pardon. Et puis donc, on passe à... J'aimais beaucoup ce titre de Libération de l'été 2020, la France du tourisme face au désert parisien. Voilà, c'était un peu l'idée. Et finalement, on s'est dit, enfin moi je me suis dit... mais en fait, ça fait des années, et notamment ça avait été l'objet de la politique de Michel de Messine, qu'on réfléchit à des politiques qui vont enfin avoir une meilleure répartition sur le territoire, des pratiques différentes. Et donc, enfin, on est constamment sollicité pour disserter sur les problèmes de surfréquentation. Et puis, pendant que les autres, en fait, essayent de réfléchir à la manière d'organiser le territoire pour accueillir des touristes. Et puis là, bah, voilà, en fait, c'est ce qui se passe à l'été 2020. On a une autre forme de répartition. Donc, plutôt de le prendre comme une catastrophe, on peut aussi réfléchir à finalement comment ça peut être aussi un élément pour penser, pour penser la suite. Et en fait, on a travaillé un peu en faisant des entretiens avec des vacanciers, mais aussi beaucoup avec des responsables de sites. J'ai beaucoup discuté par exemple avec les gens de grands sites de France qui avaient des problèmes de surfréquentation. Surfréquentation au sens où il disait qu'il y avait un problème, c'est-à-dire que les gens qui venaient n'avaient pas été socialisés, et c'est exactement ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une génération de gens qui sont partis, classe moyenne, qui sont partis du tout inclus et qui ont finalement pas été socialisés à un certain type de pratique et qui là finalement sont revenus à l'été 2020, mais voilà, ils n'avaient pas l'habitude de la montagne, ils n'avaient pas l'habitude d'espaces naturels et de la manière d'interagir avec ces espaces, et puis donc il n'y avait pas les infrastructures et surtout les humains pour les accueillir comme des animateurs de territoire. Voilà. Il y avait une dame qui me disait oui, ils sont venus en tongs dans la montagne. Bon, moi j'ai vu des gens marcher en tongs dans la montagne, mais c'était pas en Europe. Le problème c'est pas ça. Le problème c'est comment est-ce qu'on est socialisé à des pratiques, et là évidemment ce qui s'est passé avec la fermeture d'un certain nombre de centres de vacances, de colonies de vacances, notamment dans les municipalités, a un impact aujourd'hui, et je ne vais pas revenir là-dessus. Vous le savez beaucoup mieux que moi. Mais aussi, ce qui était intéressant à noter, c'est, par rapport à d'autres pays européens, c'est l'incroyable résistance des vacances des Français. Parce qu'on a dit oui, c'est la catastrophe, 54% des Français sont partis en vacances. Mais d'habitude, ils sont entre 60 et 65. Et tout, depuis les années 90. Tous les gens, les journalistes posent la même question. Il y a quelque chose qui est structurel, qui est à la fois le taux de non-départ, qui est très problématique, mais aussi le taux de résistance. Et là, on voit, c'est pas une catastrophe. C'est pas moins 90% de départ ou moins 80% comme dans le cas du tourisme. C'est les Français ont résisté. Et c'est pour ça que je préfère parler de résistance des vacances que de résilience. Peut-être qu'il y a une résilience de l'activité touristique professionnelle, mais en fait, dans la capacité des Français, et encore une fois, c'est pas le cas partout, de considérer les vacances comme quelque chose qui relève à la fois d'une nécessité, on va dire, vitale, familiale, et d'un droit. Il y a quelque chose qui résiste, justement. Et ça, c'est à la fois lié à l'espérance de vie, mais aussi à toutes les luttes, évidemment, pour la réduction du travail, les congés payés, les 35 heures. Et on voit aujourd'hui, enfin, voilà, avec l'ubérisation du marché du travail, se pose un certain nombre de questions. Donc, dans les enquêtes, ça vous le savez, hein, la motivation principale, c'est le repos, la famille.
Et donc en fait, je vais y venir, hein, il y a comme une forme de dichotomie entre un discours sur le tourisme, au sens d'activité professionnelle, et là je ne parle pas du tourisme social et solitaire, hein, mais des imaginaires qui sont véhiculés par tout ce que je viens de vous dire, et puis ce dont parlent les gens. Personne ne s'est jamais manifesté, enfin n'a jamais manifesté dans la rue pour faire du tourisme. En fait, on manifeste pour avoir du temps libre et ensuite pour pouvoir accéder à des espaces. Et donc là, il y a quand même une dichotomie dans la manière dont sont produits les discours. Alors, j'ai parlé de cette résistance, mais une fois qu'on a dit ça, évidemment, les choses sont plus compliquées. Et 50% des ménages les plus modestes ne partent pas. Ah, ça, c'était avant la pandémie, mais on sait qu'il y a aussi. Ah, il me manque une slide. Il y a aussi une forte érosion. Alors, voilà, c'est là. Une forte érosion ce qu'on a appelé la démocratisation de l'accès aux vacances. On est plutôt dans une logique aujourd'hui de démocratie touristique. Donc, tout le monde peut mettre son avis, il a égale valeur sur des plateformes. Mais par contre, la question de l'accès de tous à quelque chose qu'on appelle les vacances, qui serait défini comme un accès à des espaces pendant un temps libre où on pourrait être rémunéré, est beaucoup plus compliqué. Et en fait, ce dont je viens de parler, c'est-à-dire le fait que les Français continuent de partir en vacances entre 60 et 65, ça tient parce qu'on a changé les indicateurs. C'est parce qu'on a enlevé une nuitée dans les indicateurs, ce qui permet... Donc ça, c'est toujours très important de regarder dans le détail, en fait, de quoi on parle. C'est quoi les vacances ? Eh bien, aujourd'hui, c'est en 10 ans, il y a eu une réduction de 5 nuitées en moyenne. Et aujourd'hui, partir en vacances dans les enquêtes, c'est pas la même chose que partir en vacances il y a 20 ans dans les enquêtes. Et donc, en fait, il y a une érosion. Par rapport au reste de l'Europe, c'est différent, mais voilà. Gilles Kern a travaillé sur ces questions et c'est vraiment important de se souvenir de ça. Et juste pour finir sur cette question-là, évidemment, le niveau de revenu est la variable principale. Hein. On peut vous raconter, enfin, vous le savez très bien, hein, c'est d'abord le niveau de revenu. Et puis autre chose, pour moi, travailler sur ce rapport au loisir, au temps libre et à l'aventure dans d'autres pays, notamment au Sénégal où je vis en partie. Le désir d'aventure, c'est quelque chose d'universel. Les jeunes gens partent, alors ils ne font pas du tourisme, mais ils font d'énormes circuits dans la sous-région hein, pour découvrir le monde, pour aller voir de l'autre côté de la montagne si l'herbe est plus verte. Mais finalement, ils ne rentrent absolument pas dans les catégories ni dans les imaginaires. Et en fait, donc... en termes d'imaginaire, on peut dire que finalement, ce qui ressort en fait du rapport au monde, c'est toujours un peu la même chose. Alors là, c'est le côté anthropologue, structuraliste, mais évidemment qu'il y a du changement social, je vais y venir tout de suite. Ce qui change, c'est la façon dont, dans nos imaginaires, en raison de l'imagerie, on va associer une de ces quêtes-là à un lieu et pas à un autre. Donc il me semble qu'il y a quelque chose de très structurant dans la manière dont ce qu'on désire faire quand on n'est pas en train de travailler. Évidemment, ça peut être les 4 au même endroit à différents moments, mais voilà, si je le présente de manière idéale typique, simplement ce qui change au cours dans différentes sociétés, au cours d'une classe de son âge, on ne cherche pas la même chose quand on en a 20 ou quand on en a 50, c'est plutôt comment on va l'incarner dans quelque chose. Une plage en Thaïlande peut être perçue comme un lieu de zénitude pour un touriste européen et un lieu de rassemblement familial et de fête pour la classe moyenne thaïlandaise. Donc le même lieu peut aussi être perçu différemment. Et donc finalement, ce qui compte quand on fait les enquêtes, ce que les gens attendent en premier, donc première motivation, se reposer, deuxième motivation, se retrouver, hein, ça c'est dans toutes les enquêtes, c'est d'abord la relation. C'est pas la consommation d'activités touristiques, c'est d'abord la relation, une autre forme de relation que celle qui est liée au travail. Et donc alors je sais pas combien il me reste de temps, on m'avait dit 45 minutes et il me reste... Je ne l'ai pas activé. Combien de temps il me reste ? Du coup, j'en ai aucune idée. Ah là, c'est la catastrophe. Bon. Alors, l'idée, c'est de se dire, bon, voilà, on a une industrie touristique, on a des pratiques de vacances, et puis entre les deux, il y a plein de gens qui font plein de choses, des activités, un artisanat du tourisme, des pratiques diverses et variées, mais en fait, ils ne sont pas visibles d'une certaine manière, enfin, ils ne sont pas visibles. Ceux qui travaillent dedans les connaissent très bien, mais ils ne sont pas forcément visibles parce qu'il y a cette manière de polariser justement les images, les imaginaires, et puis avec des enjeux qui peuvent être marchands ou politiques. Et ce qui s'est passé avec la pandémie, finalement, c'est qu'on a vu ressurgir, en fait, comme et notamment dans les médias, hein, mais dans un certain nombre de discours, en fait, une imagerie ou des imaginaires qui étaient avant associés au tourisme ou aux vacances populaires, qui tout d'un coup sont devenus désirables ou présentés comme tels dans d'autres sphères.
Donc je vais les résumer. Donc le premier, c'est donc on a ce discours du touriste avec donc l'industrie touristique qu'il faut consommer de l'espace. Donc en fait, le discours touristique, l'industrie touristique se construit comme une activité. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est de mettre au travail. Quand on est en temps libre, on travaille au sens où on consomme. C'est-à-dire que soit on produit, soit on consomme. Et donc l'ensemble du discours touristique vise à vous faire consommer, que ce soit de la culture ou autre, mais à être actif. Or, ce qu'on voit dans ce que disent les gens, ce qu'ils veulent, c'est ne rien faire. Et en fait, il y a une construction culturelle qui en gros, c'est Morin qui disait, mais il y a longtemps, je pense qu'il a changé d'avis, que la valeur des vacances, c'est la vacance des valeurs, c'est qu'en fait, ne rien faire, c'est pas bien. Et ça, c'est inscrit dans une histoire occidentale qui est construite à partir de l'humanisme des Lumières, où on dit, bon, bah, puisque vous n'êtes pas capable d'être oisif, ben, ça sera mieux de travailler. Et évidemment, de la révolution industrielle. L'idée que, en fait, ce qui fait le cœur de la vie, c'est le travail. Or, ça, c'est inscrit dans une histoire et une temporalité et un espace qui est celui de l'Occident. En fait, l'osium dans le temps grec et romain, si on reste en Occident, c'est ce qui fait la base du temps, c'est ce qui définit un homme libre. Et le négoce, donc le nec osium, c'est ce qu'on est obligé de faire. Et donc, en fait, c'est ce qui est à côté. C'est le reste, en fait. Donc le travail, c'est le reste. Ce qui scande le temps des arts, le temps politique, le temps de la philosophie, alors évidemment, c'est réservé aux hommes libres, hein, pas aux femmes, pas aux esclaves, tout ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est important de penser qu'on a changé notre référentiel. Et que en fait, quand les gens disent pourquoi ils veulent, c'est quoi les vacances pour eux, ils mettent ça au cœur de leur vie. Et souvent, quand ça a été dit tout à l'heure, on travaille 10 mois. La France est vraiment un pays agricole, c'est-à-dire on moissonne le fruit de son travail en août. Il y a quelque chose comme ça qui persiste, et toutes les tentatives de réduire les temps de vacances, de désaisonnalité, se heurtent à cette chose-là qui est on travaille, on récolte. Et là, il y a quelque chose qui est puissant et qui va à l'encontre en fait de toutes les, alors qui fonctionne évidemment, hein, de cette industrie touristique qui vise, ou de cette activité en fait, comme toute activité de production, de consommation, à nous faire consommer. Et avec la pandémie, la partie de gauche s'effondre. Donc en fait, il reste ce qui était dévalorisé, mais qui tout d'un coup devient valorisé, puisque finalement, il faut se mettre dans sa campagne, il faut se protéger, etc. Autre valeur mise en avant, évidemment, pareil, hein, je pourrais l'analyser de manière genrée, c'est, alors ça ne s'affiche pas très bien, mais la valeur de la mobilité comme valeur en soi. Donc ça, c'est pareil, il y a une histoire. Le fait de considérer que le fait de bouger est quelque chose de bien, en fait, c'est une construction culturelle, sociale, et évidemment, ça dépend qui. Hein. On est d'accord qu'il y a des gens qui bougent, on n'aime pas trop. Donc, il y a un imaginaire, en fait, de ce que c'est la bonne mobilité. Et donc là, avec la pandémie, on tombe dans autre chose qui est finalement être ancré quelque part, se poser quelque part, retrouver ses racines. Le marché de l'immobilier explose, de l'immobilier des résidences secondaires explose. Donc, on voit bien qu'à la fois, en fait, on revient à un discours qui était perçu comme finalement un peu... c'est pas très bien de vouloir rester chez soi, au sens où d'aller dans la famille, de ne pas vouloir prendre l'avion et visiter le monde. Et tout d'un coup, c'est devenu très, très désirable. Troisième quête, alors la quête exotique, c'est-à-dire il faut forcément aller voir, découvrir l'autre à l'autre bout du monde. Et puis là, on redécouvre des choses qui, pareil, hein, toujours existé, mais qui deviennent valorisées. L'autre est au bout de la rue, et en bas de chez soi, etc. Donc en fait, cette opposition qui, jusqu'à la pandémie, on va dire, était structurée d'un côté, en fait, un discours économique marchand et puis une construction historique sur l'activité, les valeurs de la mobilité, et de l'autre côté, on va dire, des vacances populaires et des valeurs aussi du tourisme social, solidaire, alternatif, etc. Tout d'un coup, ça s'équilibre et ça devient valorisant de faire toutes ces choses qui avant ne l'étaient pas. Et puis, dernière chose, oui, le rapport à la nuitée, alors le client comme l'imaginaire du service, hein, l'hôtellerie comme les hôtels ferment, et du coup, finalement, c'est bien de se retrouver chez soi. Alors, Airbnb avait déjà surfer sur cette chose-là, hein, devenait un local, etc. Donc il y avait déjà eu cette appropriation commerciale de ce discours-là avant la pandémie. Mais il y a l'idée que l'hospitalité est plus grande et que la maison, enfin j'y reviendrai, mais c'est l'idée comment est-ce que finalement on pense l'hospitalité comme en tant que territoire et pas seulement en tant qu'hébergement marchand ou non marchand. Je ne sais toujours pas combien de temps il me reste. Okay.
l'idée, en fait, de tout ça, c'est de dire, OK, maintenant, où on en est, parce que je pense que d'une certaine manière, je vais venir, une certaine bataille culturelle a été gagnée, ou bataille dans les imaginaires, mais pas du tout dans les droits et dans la manière dont ça va être, ce qui va se passer par la suite. Donc j'écris déjouer le futur, ouvrir l'avenir, parce que le futur, en fait, c'est l'idée. Dans l'idée de futur, il y a cette idée dont j'ai parlé, hein, il y a un avant, il y a un après, et on trace, voilà. Et dans l'avenir, en fait, c'est les avenirs, puisque l'idée des avenirs, c'est de rendre possible justement plusieurs avenirs, et de la manière dont, en fonction de ce qu'on va faire, on peut construire, enfin, on peut cultiver l'un ou l'autre des avenirs. Donc c'est une philosophie qui n'est pas oedipienne ou qui n'est pas liée à la façon dont le destin se pense en Occident, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, à la fin, Oedipe tue son père, mais c'est l'idée qu'il existe plusieurs avenirs et la manière dont on va travailler. Et dans certains mondes, ça passe par des offrandes qui font qu'on va pouvoir, il faut faire des sacrifices d'une certaine manière, des offrandes pour pouvoir aussi travailler à que l'un des avenirs, celui qui nous paraît le plus désirable, puisse advenir. Donc j'ai marqué atterrir, puisque en référence à un ouvrage de Bruno Latour, qui est un petit ouvrage d'une 50aine de pages, qui est vraiment passionnant. Donc je sais que Bruno Latour nous a quittés il y a 15 jours, où vraiment, en fait, il ne parle pas spécifiquement du tourisme, mais je pense que vraiment, quand on le lit, en fait, c'est vraiment comme s'il parlait justement ce rapport au temps, ce rapport à l'espace et la manière dont on peut y réfléchir dans un monde qu'on pourrait qualifier de post-postmoderne, mais lui, il n'emploie pas ce terme-là. Donc la première, c'est la question des hospitalités. Donc là, j'ai pris une gravure justement très ancienne. Hein. L'idée, c'est de sortir d'idée, il y a un avant, il y a un après, mais finalement il y a une forme de circulation. Et puis l'hospitalité, c'est quoi? C'est la capacité de transformer un potentiel ennemi en ami. C'est ça le principe d'hospitalité, même racine que hostilité. Et donc en fait, c'est la question de la relation qui va s'instaurer avec un étranger et comment cet étranger, on va l'accueillir. Et le fait que ça soit marchand ou non marchand, c'est pas ça. Enfin, c'est pas le fait qu'il y a un échange marchand. C'est la façon dont on va transformer par un certain type de relation ce potentiel ennemi en ami. Et on considère en anthropologie que c'est le fondement des civilisations. C'est-à-dire, en fait, c'est parce qu'on a accueilli un étranger qu'on sort du clan pour construire du social, en fait, de la communauté, de la société, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui a un fondement civilisationnel. Deuxième chose, la question du voyage. Alors ça paraît un peu bizarre de dire atterrir, voyager. Ben non, la plupart des gens, l'immense majorité des gens, je vous ai dit 1% de l'humanité a pris l'avion, voyagent. Mais c'est pas pour ça qu'ils voyagent en prenant l'avion ou qu'ils voyagent en prenant ce qui va être répertorié par l'industrie touriste. Donc là, je vous ai mis juste une carte du voyage d'Ibn Battuta, qu'on considère comme le plus grand voyageur. Donc c'était au XIVe siècle. Hein. Il a voyagé pendant 25 ans. Il voyait que son circuit, voilà. Et on connaît cette histoire parce qu'il en a laissé des traces, mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres aussi aujourd'hui. Et donc voilà, je reviens à cette image que je vous ai mis tout à l'heure. Alors, je ne sais pas à quoi vous avez pensé, mais ça, c'est dimanche avant Ramadan à Ngor, qui est une ville qui se trouve à 5 minutes en pirogue de Dakar. Et dimanche avant Ramadan, qu'est-ce qu'on fait? On va tous à la plage, parce qu'ensuite, il y a papa, maman qui vont nous empêcher de sortir. Et donc, c'est l'arrivée des pirogues qui viennent à la plage pour se baigner, pour manger du poisson frit, etc. Et donc voilà, je vous ai montré ça parce que souvent on se dit ça y est, c'est le débarquement à Lesbos ou voilà. Non, en fait, c'est des gens qui vont passer le week-end dans une île où ils vont être tranquilles entre jeunes. Et voilà, ça c'est la vue de l'autre côté. Donc tout est une question de point de vue. Donc voilà, c'est aussi pour vous dire voilà, ce que nous font les images, enfin on le sait tous, mais elles sont aussi construites pour justement imposer des imaginaires à certaines sociétés ou à certaines populations qui seraient forcément dans une logique qui ne serait pas aussi le désir d'aventure notamment. Atterrir, c'est aussi dépayser au vieux sens du pays. Et donc là, on a un enjeu aussi, évidemment, en fait, de repenser pas seulement les rapports avec d'autres sociétés, avec l'étranger que nous accueillons ou
ou qui nous accueille, mais aussi avec les vivants, quoi. Donc évidemment que ça pose une grosse question, comment on regarde ça en fait. C'est pas juste justement, la montagne n'est pas qu'un objet territorial d'aménagement, je suis désolée. C'est aussi comment justement, pour penser l'avenir ou les avenirs possibles, c'est comment est-ce qu'on interagit en fait avec les vivants. Il y a un vieux bouquin qui date des années 60 qui s'appelle Penser comme une montagne, donc ça a été beaucoup repris ces dernières années, mais là il y a des enjeux un peu partout dans le monde. Alors en France, parce qu'il y a des parcs nationaux, parce qu'il y a des lois de protection, etc., peut-être les problèmes sont moins cruciaux aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas les penser, puisque évidemment les problèmes sont globaux en fait. Et donc, j'ai mis une série d'idées, parce que l'idée, c'était qu'on ait une discussion, un débat. Il me semble que dans cette bataille culturelle dont j'ai parlé, on est dans le tourisme comme imaginaire de la consommation de l'espace, d'accord, et les vacances comme demande, réclamation, quête, lutte pour la jouissance du temps libre. Et en fait, c'est la question du rapport au temps et à l'espace. Évidemment qu'on a aussi un rapport à l'espace quand on est en vacances et de consommation de temps quand on est quand on fait du tourisme. Et c'est pas pour les opposer essentiellement. C'est pour les opposer dans les images qu'ils se véhiculent et la manière dont vous, en tant que professionnels des deux, en fait, vous êtes à la fois des professionnels du tourisme et en même temps, ce qui vous concerne, c'est pas les actionnaires, par exemple, c'est en fait la manière dont les vacanciers, qui sont aussi des habitants, qui sont aussi des électeurs, vont interagir avec le temps et l'espace. Et donc, il me semble que c'est en fait, alors peut-être pas le tourisme, mais en fait, s'il avait existé ou réexisté un ministère qui serait celui du temps libre, qui comprendrait notamment les vacances, la culture et les sports, etc., c'est que c'est un espace public et politique majeur, puisque si on revient à la question de l'osium, c'est le moment où justement, en fait, on se construit comme citoyen, on fait de la démocratie. Voilà, c'est le moment de la construction d'une identité nationale. Et quand je dis ça, collective, on va dire, parce que ça peut être mal perçu si je dis identité nationale. Mais voilà. Et donc, il me semble qu'il y a quelque chose à penser. Et c'est évidemment pas ce qui est le cas actuellement dans les politiques touristiques. Mais voilà. Et donc, c'est pour ça que je disais, il me semble que du point de vue des images, de ce qui fait valeur, l'immobilité, l'atterrissage, d'une certaine manière, on peut dire que c'est relayé, mais c'est pas pour ça que c'est gagné, et qu'il y a à penser aussi le tourisme et les vacances comme espace public et politique, alors au sein du territoire national, mais aussi à l'échelle internationale. C'est aussi un enjeu de diplomatie culturelle, vous le savez. Le secrétariat d'État du tourisme était rattaché au Quai d'Orsay, ce qui fait qu'en gros, les vacanciers français ont disparu pendant quelques années des radars. Mais il y a aussi d'autres enjeux du tourisme comme diplomatie culturelle dans d'autres pays qui posent un certain nombre de questions, on va dire démocratiques, c'est le moins qu'on puisse dire, et écologiques. Et je pense que c'est aussi important de s'en saisir, notamment quand on fait voyager des gens internationaux, de se poser la question de la manière dont le tourisme ou les touristes sont utilisés dans des objectifs qui ne sont pas forcément démocratiques. Ah, zut. Voilà. Merci beaucoup. Alors comme j'avais pas mon minuteur, je sais pas. Du coup, j'ai coupé en me disant voilà. L'idée aussi, c'est d'interpeller des questions et autres. Et donc, je regarde les techniciens. Donc, si vous voulez poser une question, vous pouvez prendre votre micro et voilà, et vous pouvez intervenir. Et on a un petit jeu un temps de questions-réponses qui a des questions ou des interventions à faire et pour apporter éventuellement des compléments et des interrogations. Qui se lance? Prends ton micro et appuie sur le bouton. Il faut appuyer sur le bouton. Voilà. Voilà. Non, moi, c'est simplement pour remercier Sacha, mais c'est très important politiquement quand même, qui, devant tous les acteurs qui sont ici, qui ont le plus souvent le nez sur le guidon, par la force des choses, de nous avoir permis
quand même d'avoir un peu la tête dans les étoiles, parce que c'est indispensable aussi d'avoir ça dans ce qu'on veut projeter. Parce que, en fait, l'activité qu'on mène, elle impose aussi quand même d'avoir de temps en temps la tête dans les étoiles et pour pouvoir être plus performant et puis être au cœur de l'interpellation telle que vous l'avez amenée. Merci beaucoup. Je crois que c'est important de prendre un peu de la hauteur et d'essayer de voir comment aujourd'hui nous intervenons et nous interpellons et nous sommes présents sur les territoires. Je crois qu'il y a plusieurs messages qui ont été exprimés et qui sont passés. Et je pense que c'est intéressant d'avoir un peu votre opinion, votre façon de voir les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez bien compris qu'il y avait l'avant-Covid, l'après-Covid. Et je crois qu'on est interpellé par les vacanciers qui sont en général sur les pratiques des vacances, sur la réalité aussi que font les jeunes aujourd'hui par rapport à la problématique de la pandémie. Je pense que vous avez des interpellations. Allez-y, pardon, et voilà. Pouvez-vous présenter éventuellement ? Oui, bonjour, donc Étienne Faugier, Université Lyon 2, département tourisme. Peut-être juste une remarque, pas forcément une question, c'est qu'il y a probablement aussi davantage de liens tourisme-vacances, c'est-à-dire que le matin on peut être vacancier et l'après-midi touriste, dans la mesure où on oppose l'osium de rien faire et faire quelque chose pendant ses vacances. Peut-être que ça nous oblige aussi à nous, en tant que chercheurs et pratiquants, à plus de complexité dans comment on appréhende les touristes et les vacanciers qui sont parfois la même personne qui fait deux choses différentes, ne rien faire et faire plein de choses dans le modèle capitaliste, commerçant, etc. Oui, bien sûr. Alors, c'est pour ça que je vous ai montré la slide avec les 4 types de relations, en disant bien que dans la journée, on peut être plusieurs. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est comment... Là, je ne travaille pas sur les pratiques, évidemment, puisque il y a eu des enquêtes qui étaient faites, donc je n'allais pas présenter les pratiques dans leur diversité, mais les imaginaires qui sont associés à ces pratiques. Et donc, en fait, il y a cette division-là. Et elle a été construite en valeur. Mais évidemment, chacun de nous avons différentes activités. Mais en valeur a été construit en imaginaire du fait qu'il faut être actif. Et ça, Françoise Zéretti a beaucoup travaillé là-dessus, sur la manière dont, par exemple, en Occident, être actif, être mobile est considéré et genré dans le masculin est considéré comme positif, et être passif, être immobile est genré dans le féminin en Occident et est considéré comme dévalorisé. Mais par exemple, dans d'autres sphères, dans d'autres mondes culturels, par exemple en Inde, c'est l'inverse. Et donc elle montre bien comment le fait d'être actif est considéré comme le fait de ne pas savoir se tenir et en fait est considéré comme quelque chose de typiquement féminin. Donc en fait ce dont je suis en train de parler, c'est pas les pratiques de chacun que nous avons, c'est par rapport aux motivations et aux imaginaires qui sont mis en avant, il y a eu une structuration en valeur entre ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Et puis, et nous tous, ou le fait qu'on dit à nos enfants, non, mais là, allez, on va on va quand même aller visiter le château, etc. Nous aussi, en tant que parents, par exemple, on va être dans cette espèce de chose qu'il faut que nos enfants soient actifs. Je suis pas en train d'accuser les uns ou les autres, mais simplement, en fait, il y a cet imaginaire en valeur de la mobilité. Il faut être actif, mobile, participer, finalement. Et il y a d'autres imaginaires qui étaient dévalorisés comme relevant justement des catégories populaires, d'un temps ou non occidental, où on ne sait pas consommer en fait, ou pratiquer le tourisme, qui soit culturel ou autre. Et avec la pandémie, on a cette forme d'inversion où finalement, on nous met en avant le fait que ce qui est bien, c'est de rester chez soi ou d'aller se mettre au vert, etc. Et donc je parlais de cette inversion et non pas de la réalité des pratiques, de la réalité de la diversité, de la complexité des pratiques de chacun, parce que justement, en fait, on peut pas, on a du temps libre, et dans ce temps libre, il y a un temps petit qu'on va consacrer à partir en vacances, certains, et dans ce temps de partir en vacances, il y en a des moments où on va faire du tourisme, au sens des circuits, des consommations, etc. Or, c'est ce petit moment-là qui va être présenté pendant longtemps, en tout cas jusqu'à une date récente, comme étant le cœur de l'activité, enfin de ce que les gens cherchent. En fait, ça n'est pas le cas. Allez-y. Oui. Oui, bonjour, Nicolas Maillot, porteur de projet. Vous avez parlé d'ancrage d'un côté et de dépaysement d'autre côté. Et donc on a l'impression qu'en fait, les gens voudraient être comme à la maison, mais pas tout à fait comme à la maison dans leur lieu de vacances. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire des attentes
qui correspondent à être comme à la maison dans un autre lieu, et qu'est-ce qu'il faudrait qu'il soit pas comme à la maison justement? Je sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Alors après, Jean-Didier Herbin a écrit un bouquin qui s'appelle Paradis vert, qui parlait justement de cette question-là, que justement, quand on part, en fait, la majorité des gens disent que finalement, quand ils vont dans un espace qui est associé, encore une fois, le même espace peut être projeté de façon différente, c'est ça qui est complexe. Ce qu'ils vont chercher, c'est se retrouver entre soi en famille, et pour ça, il faut finalement une espèce de cocon. Et en fonction de la classe sociale et du niveau de revenu, ce cocon, il va être chez mamie, chez la cousine, ou se retrouver tous dans un merveilleux palace à l'autre bout du monde. Voilà. Et donc, c'est pas le trajet qui fait cette quête-là. En fait, c'est la quête. Et puis ensuite, en fonction de son niveau de revenu, ce qui est la mode, etc., on va l'incarner différemment. Donc ça, c'est une chose, en fait. L'ancrage, c'est autre chose. C'est le fait de... c'est le rapport, par exemple, alors on vous parle des résidences secondaires, explosion des résidences secondaires, etc. Mais il y a des gens, ils vont dans le même camping depuis des années, ou dans le même centre de vacances depuis des années. Fondamentalement, à part le niveau de revenu, c'est la recherche de sociabilité d'un lieu dans lequel on revient, et donc finalement on s'ancre dans un espace. Et ça n'est pas un discours sur le repli sur soi ou quoi que ce soit. C'est en fait, on a aussi besoin, parce que aussi la vie, notamment urbaine, le rapport les mobilités de transport et tout, font que la question de comment on s'ancre dans son lieu de vie habituel peut devenir plus compliquée. Et donc, en fait, l'endroit où on revient, que ce soit son pays ou sa ville d'origine, que ce soit construit à travers le camping où on venait quand on était enfant, et on peut en avoir plusieurs. C'est pas du tout. Mais il y a ce rapport à l'ancrage est quelque chose qui revient et souvent n'est peut-être pas forcément pris en compte ou peut être considéré comme un peu. Franchement, quelqu'un qui vient depuis 30 ans dans un camping, en fait, quelqu'un qui vient de 30 ans dans sa résidence secondaire, ça ne pose problème à personne. Donc, fondamentalement, où est la différence, à part une différence de classe sociale et de niveau de revenu. Et donc, je pense que ce rapport à l'ancrage, par exemple, ce rapport au retour, c'est quelque chose, peut-être, je ne sais pas, que vous connaissez, vous, et peut-être qu'il n'est pas été, il n'est pas travaillé comme tel, comme quelque chose qui, finalement, fait partie des quêtes. C'est pas toujours, les gens ne cherchent pas toujours, et vous sans doute, et moi la première, à découvrir quelque chose de nouveau, être mis en inconfort, ce qui est très bien dans certains moments, mais dans d'autres fois, en fait, on veut revenir quelque part. Et donc, comment on revient, où on revient, comment est-ce qu'en tant que structure accueillante, on pense à ça, c'est-à-dire on ne se pense pas comme lieu de dépaysement, mais comme lieu d'ancrage, c'est important. Et par différence, il y a ce rapport au dépaysement, mais le dépaysement, c'est aussi comment je me dépayse par rapport au rapport que j'ai en tant qu'humain par rapport à la nature, qui est construit comme quelque chose de profondément à la fois une altérité, un outil, quelque chose qu'on doit maîtriser, etc. Donc se dépayser, c'est aussi comment je sors en fait de ma zone de confort dans la manière dont j'interagis avec un environnement. Donc on peut se dépayser dans un endroit où on est ancré. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais bon. Il faut se dépayser dans un endroit où on est ancré. Ça, c'est une phrase qu'il faudra qu'on retienne, hein, c'est bien. En tout cas, on peut le faire. Oui. Mais moi, je ne serai jamais dans un discours normatif. Mais... Allez-y. Oui, bonjour, Nicolas Riboulet, je suis en charge du secteur vacances-classes aux fédérations de la Ligue d'enseignement de l'Isère et de la Savoie et président de la fédération départementale du tourisme social de Savoie. Dans vos propos liminaires, vous êtes honnête avec nous quant à votre champ de recherche, plutôt situé sur la question du tourisme capitaliste. Je crois que vous l'avez dit de cette manière-là. Une remarque à ce sujet, la formidable puissance de ce tourisme capitaliste, je dirais compulsif, qui finalement représente 10% de l'humanité, 8 peut-être, mais qui a colonisé aujourd'hui la totalité de la planète, construisant ce que Jean Viard évoque le village monde, en fait, avec cette... formidable opportunité d'aller boire exactement le même cocktail, de se baigner dans exactement la même mer et de danser sur exactement la même musique à 15 000 km de distance. Par rapport à ça, quelles sont finalement les opportunités que nous on peut avoir, tourisme social, de faire basculer les imaginaires ?
Qu'est-ce qu'on a comme moyens? Parce que de base, on n'a pas les mêmes moyens financiers déjà. Et on sait que les imaginaires, vous l'avez très bien exposé, se construisent sur des dizaines et des dizaines d'années. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une mort lente face à des forces qui nous dépassent? Merci. Pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté, vous connaissez? En fait, moi je pense que la bataille culturelle est gagnée, mais qu'elle est en train de se gagner sans ceux qui l'ont produit, qui l'ont porté et qui l'ont défendu. Et voilà, en fait, c'est peut-être pire encore que ce que vous dites, mais donc je pense qu'il y a quelque chose en fait qui est en train de se jouer maintenant et qui a commencé justement avec la Airbnb, et on voit aujourd'hui les enjeux immobiliers, etc. Au départ, c'était hyper sympa, hein. C'est genre, t'as un appart, tu pars le week-end, tu accueilles quelqu'un chez toi, tu lui prêtes ton... Voilà. Et on voit, et en fait, on le savait quand on a travaillé la première fois sur ces questions, c'était en 2009. On avait fait une enquête, c'était à Barcelone, et on est rentré avec les collègues, on a rencontré la mairie de Paris, ils se sont moqués de nous, en disant ouais, mais ça va changer l'image de Paris, comme ça, quand les Parisiens accueilleront des gens chez eux, ça changera l'image de Paris, on apparaîtra comme plus sympa. À l'époque, à la Barceloneta, dans les quartiers de Barcelone, il y avait la mafia qui arrivait, qui virait tout le monde. À San Francisco, ça avait déjà eu lieu. Voilà. Mais donc, il y a eu aussi un problème de conscience politique. Donc, donc ça, c'est la première chose, hein. Je pense qu'une forme de bataille culturelle, en tout cas de récit, en tout cas occidental, contre-hégémonique, comme on dit, a été gagnée sur le rapport. Par contre, en fait, il est en train d'être gagné par ceux qui font de ce récit un produit marchand. Et par ailleurs, il y a une autre bataille qui est complètement différente, mais qui est beaucoup plus sous-jacente, que je n'ai pas évoquée ici, et qui est ce sur quoi plutôt je travaille actuellement, qui est en fait, qu'est-ce qui se passe en fait, les enjeux justement immobiliers, politiques, spatiaux, dans des pays qui font l'objet d'une touristification accélérée. Et en fait, la manière dont les classes sociales locales, les classes moyennes, on va dire, ou classes aisées vont se réapproprier ces espaces, mais aussi la manière dont sont dépossédés, en fait, notamment de l'accès aux plages, un certain nombre de populations. Alors c'est une vieille histoire, hein, mais voilà. Donc il y a un autre enjeu qui se joue, mais le tourisme a toujours été, en fait, un rapport de conquête au monde. Je suis pas d'accord, c'est pas du tout un village-monde, en fait. En fait, il y a un rapport de... En fait, on retrouve dans l'organisation du tourisme marchand, hein, on va dire commercial ou industriel, en fait, le type de conquêtes qui sont en fait pensées dès la conquête coloniale, puisque dès il y a la conquête coloniale, il y a des bureaux du tourisme qui ouvrent un peu partout dans le monde, l'objectif étant de faire venir les colons, et puis ensuite de les faire rester, parce que ça coûte moins cher qu'ils rentrent en métropole. Donc en fait, il y a qui accompagne la conquête coloniale, l'installation de stations, par exemple, de circuits, etc. Et en fait, il y a une pensée de la conquête. Et c'est à la fois, on va dire, je vais aller jusqu'au bout, une économie de la plantation et une pensée de la conquête. Une économie de la plantation au sens où, en fait, on installe... En fait, voilà, pas mal d'étudiants, de collègues travaillent sur ces questions-là, notamment en Amérique du Sud. C'est vraiment l'économie de la plantation au sens des théories postcoloniales, la question de la plantation, c'est-à-dire on installe un espace et puis on met des gens au travail dans une logique extractiviste. Voilà. Donc ça, à l'échelle internationale, c'est ça. Il se trouve qu'en France, l'organisation des vacances, du temps libre, c'est structuré différemment. En tout cas, pas que comme ça. Mais simplement, peut-être que parce qu'il n'y a pas forcément le regard sur ce qui se passe à l'extérieur, on n'a pas forcément conscience justement que d'une façon, peut-être ça va paraître difficile, mais que c'est bizarre, mais que la France a été d'une certaine manière protégée pendant longtemps et que c'est plus le cas. Parce qu'elle était protégée alors que c'était le pays le plus, bon, pas visité, mais traversé, mais voilà, il y avait des structures publiques, associatives, etc. Enfin, vous, voilà, qui ont... puis évidemment, les collectivités locales, et ça, je pense que c'est très important, c'est que c'est les collectivités locales qui ont fait le tourisme, l'accueil, en fait, en France, et qui ont fait les politiques touristiques. Les gouvernements tiennent des discours, mais en fait, l'organisation, il se fait à l'échelle des collectivités locales depuis toujours.
Et ça, en fait, si ça Puis tient... notre secteur aussi, hein, quand on reprend l'histoire, l'après-guerre, 45, c'est bien le secteur de l'économie et du tourisme social qui a apporté aussi cela. Après, alors il y a eu des divergences, on va dire, stratégiques pour certains, pour être très clair, mais quand on reprend les conquêtes sociales de l'après-guerre, les comités d'entreprise, bon, VVF, l'aménagement du territoire, du Massif central, si on prend cet exemple-là, alors c'est une politique publique qui a été portée après par un opérateur touristique de l'économie sociale, donc c'est tout ça qui a fait effectivement que je pense notre histoire est jusqu'au chèque vacances. Alors le chèque vacances, je le redis, j'en profite pour le redire, c'est quand même une conquête et une lutte, et Michel le disait, c'est pas un outil. Parce que maintenant, souvent, on présente le chèque vacances comme un outil économique, alors que dans l'histoire, c'est une conquête sociale de l'ensemble de nos anciens. Et quand le directeur de l'agence, ici même, est intervenu pour chèque vacances, il parlait de l'outil, mais moi, je suis intervenu en disant c'est un outil politique. Et c'est pour ça qu'on se bat, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais je suis absolument d'accord. Il y a quelque chose de spécifique. Alors, c'est pas que en France, hein, mais vraiment, il y a quelque chose du fait que cette question. Alors, je suis passée vite parce que vous connaissez cette histoire, mais c'est le fruit de conquête et d'une organisation sociale, d'une organisation Je syndicale. suis pas sûr que tout le monde connaisse l'histoire. Enfin, ici, dans cette salle, je veux dire. J'espère. Bon, en tout cas, j'étais partie du principe qui a été connu et que donc, finalement, c'est très important de se souvenir de ça, pour ne pas se laisser déposséder aussi de cette histoire. Jean-Luc, pardon. Oui, bonjour. Très importante, oui. Sur cette question, c'est l'ancienne ministre qui parle là. L'ancienne ministre qui parle. Oui, l'ancienne ministre, parce que bon, évidemment, moi j'ai un regard plus large naturellement sur cette question de la spécificité de la France, qui est bien sûr, il faut citer. Je pense que c'est dû aussi à notre géographie, entre guillemets. Au fait aussi qu'il y a plusieurs facteurs que si on met ensemble, on va comprendre mieux et on reviendra aux municipalités. Parce que, en fait, la France, d'abord, elle est située au cœur. C'est vraiment un cœur dont on n'a pas suffisamment conscience et qui est un atout quand même pour être traversé, pour la rencontre, enfin tout ce qui est aussi les valeurs. Il y a ça qui est la France, et moi qui ai beaucoup voyagé, sa spécificité, même en Europe, c'est que c'est un pays avec des atouts, un massif montagneux exceptionnel, une façade littorale aussi exceptionnelle, très importante. Et c'est un pays qui est, on l'apprend quand on est quand on est à l'école, c'est un pays tempéré. Et c'est très important, avec un climat tempéré. Ça veut dire que quand on regarde le développement de la France, sur tous ces territoires, il n'y a pas un endroit qui n'est pas habité, ni cultivé, ni mis en valeur. Ce qui n'est pas pareil dans tous les pays. Il n'y a pas de désert en France. Et alors ça, c'est la géographie. Puis après, c'est l'implantation, je dirais, politique. Et notamment avec un maillage sur le terrain de collectivités, enfin d'acteurs en capacité de développer, qui fait qu'on a un autre tourisme que dans les autres pays. Il n'y a pas un autre pays qui a un tourisme aussi diffus ou à peu près aménagé sur l'ensemble du territoire et qui n'est pas seulement constitué de gros opérateurs, mais de multiples opérateurs divers et variés. C'est pour ça que c'est vrai qu'il y a des gros opérateurs et de plus en plus, parce qu'il y a eu des concentrations dans la dernière période et qui fait que ça peut-être ça peut heurter sur ce mode de développement. Mais globalement, si on regarde le tissu de base, c'est quand même un tissu très diffus et qui est pas qui est privé, qui est marchand, mais qui n'est pas aussi capitalistique que peuvent être dans certains pays les très grands groupes où on n'aménage qu'une seule partie avec vraiment une définition qui est... Et là où il n'y a pas suffisamment, qu'il n'y a pas non plus aussi de rapport avec les populations, parce que nous, dans notre tourisme en France, on a un vrai rapport avec les populations, et c'est ce qui fait aussi sa richesse. Je suis d'accord, mais on a aussi un rapport à la population parce que c'est les populations qui partent en vacances. Ouais. Et là, en fait, justement, c'est parce qu'en fait, les gens qui accueillent, qui habitent dans les endroits, sont aussi des gens qui partent. Voilà. Donc il y a une forme de familiarité avec la personne qui passe pour ses loisirs ou pour ses vacances, puisque moi aussi, en tant que résident en France, j'ai aussi accès, en tout cas pour une partie, à des vacances. Jean-Luc ? Oui, donc moi je suis Jean-Luc Monard, donc
coordinateur un peu des associations du tourisme social en Auvergne-Rhône-Alpes, des inter-CE de l'ANCAV, donc il y a beaucoup de comités d'entreprise et des adhérents individuels. Moi ma réflexion, elle est quel est l'impact, comment dire, sur les imaginaires qu'on a vu. Ce que j'ai compris, c'est que ça se construit dans le temps, ces imaginaires, mais de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc déjà, après la période Covid qui vient d'avoir lieu là et qui est encore en cours, et également l'autre phénomène qui est, comment dire, enfin, je ne sais pas comment le dire, mais je veux dire comme ça, pas de futur, et qui fait qu'aujourd'hui on assiste, comment dire, à des phénomènes dans le travail, des gens qui disent moi maintenant je ne vais pas travailler n'importe comment parce que je ne sais pas comment je vais me projeter pour l'avenir, notamment sur les retraites, etc. Donc voilà, il y a une espèce de dur. On vit aujourd'hui et on verra bien ce qui se passe après-demain, et donc voilà, et on le voit nous dans nos associations sur les comportements différents aujourd'hui. En gros, une partie des gens ne sont pas revenus à ce qu'ils faisaient avant le Covid. Je prends l'exemple parce que nous, on vend de la billetterie pour les spectacles, les cinémas. Les spectacles et les cinémas, on n'est pas au même niveau qu'on était avant, quoi. Il y a des gens qui restent un peu plus chez eux, qui ne sortent pas. Voilà, enfin, je ne suis pas sociologue, je n'ai pas fait une étude particulière là-dessus. C'est plutôt un ressenti que j'ai. Et j'ai l'impression que, donc, que ça doit avoir un impact un peu sur les imaginaires. Voilà, donc, voilà. Oui, alors oui, tout à fait. Alors, c'est deux choses différentes. Alors, bon, c'est... Travailler sur les imageries, c'est travailler sur la Constitution, et donc c'est compliqué de dire à chaud. Voilà, c'est plutôt là, par exemple, typiquement sur le rapport au spectacle, il y a quelque chose, enfin le streaming, etc., a happé en fait les écrans ont happé en fait une partie en fait de l'attention, toute l'économie de l'attention, parce que tout ça, a été happé en fait. Par justement les séries, etc. Donc, le patron de Netflix disait que son seul concurrent était le sommeil. Il disait ça, bon là il est en train de baisser un peu, mais voilà, donc en fait il y a un autre enjeu qui est celui-ci, hein, c'est le temps de cerveau disponible, mais aussi le temps de libre et le temps de sommeil, etc. Et là on voit bien ce qui s'est passé en fait avec la pandémie. D'une certaine manière, c'est un allié au sens où le virus est un allié pour faire émerger ou revaloriser des imaginaires qui étaient valorisés populaires, mais d'une autre manière, le virus est un allié du capitalisme de l'attention, qui est de vous mettre dans un écran et de renforcer encore cette dépendance extrême, notamment de ce qu'on appelle les natifs, ceux qui sont nés avec les réseaux sociaux, avec le numérique. Et donc, les choses ne sont jamais... bonne ou mauvaise en fait, c'est comment est-ce que finalement on s'en saisit. Donc là je pense qu'il y a quelque chose en fait, je crois que c'est le directeur du CRT de Occitanie qui disait que son concurrent c'était Netflix. Bon, alors Netflix ne considère pas que le CRT d'Occitanie est son concurrent, mais que voilà, qu'il y avait ce rapport aux vacances, au tourisme et au loisir en fait. Ça pourrait être vécu comme aussi un droit, mais aussi une nécessité sociale, hein, une nécessité d'éducation. Et là, je pense qu'il y a un enjeu très important aussi de votre secteur, en fait, sur les colonies de vacances, mais aussi tous les départs en vacances de tout le monde, qui est de sortir en fait les enfants et les jeunes de sa façon dont les cerveaux, on sait que ça change la structuration du cerveau, et actuellement il y a d'énormes inquiétudes de ce point de vue-là. Donc ça pourrait être un droit en fait, une prescription médicale presque, comme ça l'a été. Alors je sais pas, pour revenir aux sources sanitaires du départ en vacances, mais il y a quelque chose comme ça en fait, le fait de sortir en fait. De chez soi. Parce qu'aujourd'hui, l'activité marchande, commerciale, de plus en plus, elle vise à vous faire rentrer dans des écrans, donc tourisme virtuel, etc. Enfin, il s'agit toujours de consommer, en fait, de plus en plus, puisqu'aussi c'est plus rentable en termes de consommation. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, parce que je crois que je l'ai perdu en route, mais... Une dernière question, vas-y. Oui, bonjour, Christian Roux. Je suis directeur d'une association qui s'appelle les Amis de Volser et du Trièves, qui est située aux confins sud de l'Isère, donc géographie un peu alpine. Alors moi, je me suis bien retrouvé dans vos propos d'ancrage, puisqu'on est organisateur de vacances adaptées. D'ailleurs, nous avons un agrément de la région pour notre activité. Je me suis bien retrouvé dans cette notion d'ancrage parce que nos adhérents, en fait, viennent et reviennent chez nous.
Par contre, là où on rencontre des difficultés, c'est à faire venir des saisonniers ou des accompagnants, parce que du coup, on peut penser que leur imaginaire, ils se voient un peu dans un trou quand ils viennent chez nous. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bistrot, il n'y a que dalle à faire autour de notre institution. Et que, du coup, comment on pourrait, ou quelle serait votre recette pour faire évoluer leur imaginaire ? Alors, j'ai pas de recette, mais Ouvrir un bar. en fait, je sais pas pourquoi il y a 3 slides qui ont disparu. J'ai dû bugger au moment d'enregistrer enfin, je sais pas. Mais justement, j'avais sur cette question-là, en fait, sur les gens qui travaillent. Donc, ça a disparu du PowerPoint, je sais pas pourquoi. Mais la question des droits aussi, qui sont les droits culturels, les droits humains, les droits de la dite nature, mais aussi les droits du travail, hein, et les droits sociaux. Voilà. Donc, et là, en fait, là, c'est pas gagné. Hein. C'est la question. Enfin, on voit bien, il y a des centaines de milliers d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues, mais ça, c'est dans tous les secteurs, hein, en fait, du tourisme, des vacances, de l'hébergement, de la restauration, privée également. Hein. Et ça a été dit par monsieur avant, il y a un imaginaire. Jusqu'ici, en fait, il y a eu cette construction de cet imaginaire du fait que travailler pendant ses vacances, enfin, travailler dans un lieu de vacances, c'était un peu travailler pendant ses vacances. Et puis, en fait, mais il y avait quand même, justement, un accès à un certain nombre de droits, de salaires, et ça qui se sont effondrés, peut-être plus dans le secteur marchand, mais qui aussi ont des effets en fait sur l'ensemble du secteur. Donc ça, c'est la première chose, c'est que je pense que c'est bien gentil le combat dans les imaginaires, mais à un moment, il y a les droits du travail, le droit social, on le voit avec l'ubérisation du travail général, la sous-traitance, enfin voilà. Et ensuite... la recette, je ne sais pas, mais peut-être qu'il faut justement travailler là-dessus. Comme il y a des festivals, il y a des villes qui font leur promotion sur le fait qu'elles n'ont pas de festival. Voilà. Donc après, c'est une question de classe d'âge. C'est-à-dire, vous avez le petit tableau, j'ai mis identité, altérité, actif, enfin passif. Évidemment que quand on a 20 ans, la question du lieu de sociabilité, comment il est organisé, par qui, qu'est-ce qui se passe, va être plus important. Voilà. Donc comment est-ce qu'on réfléchit à ça? Donc on a un enjeu de formation. Moi, je le vois dans les colos. Mais comme les colonies de vacances à Saint-Denis où je vis, il y a des enjeux de formation, mais qui sont aussi des enjeux de rémunération. Enfin, c'est obscène la façon dont sont rémunérés les gens qui partent, les animateurs de colo. Donc, il y a une question de revalorisation des salaires, hein, c'est basique. Après, il y a comment est-ce qu'on les accueille. Donc, c'est toujours la question de l'hospitalité. Hein. Comment on accueille aussi les travailleurs. Avec Airbnb, dans des régions entières, le tourisme se dévore lui-même puisque les saisonniers ne savent plus comment se loger, puisque les logements des saisonniers sont loués pour des touristes. Voilà, donc en fait, finalement, c'est des questions qu'on peut se poser pour les gens avec qui on travaille, comme on se les poserait pour les vacanciers. Or, la libéralisation, des formes de libéralisation, là on le voit aux États-Unis avec le nettoyage des chambres qui devient facultatif après la pandémie et payant, en fait, a des effets terribles parce que du coup les chambres sont nettoyées que tous les 5 jours et en fait donc les femmes de chambre qui sont toutes qui sont tous en sous-traitante en fait se retrouvent avec beaucoup plus de travail qu'avant. Donc voilà. Si vous attaquez là-dessus, j'ai vu qu'Antoine avait levé le doigt, donc Antoine. Oui, merci. Donc Antoine Fatilla, moi je suis membre du Conseil économique et social et environnemental Auvergne-Rhône-Alpes et je suis aussi, je suis au titre de la CGT et je connais bien ces questions-là. On a travaillé, nous, au niveau du Césaire, sur les questions justement de l'avenir du tourisme et entre autres du tourisme, pas uniquement de montagne, mais de la totalité du tourisme. Ça rejoint tout à fait ce que vous venez de dire en termes de préoccupation au niveau des saisonniers, au niveau des salariés même de ces stations. Je rajouterais qu'en France, en plus, on a eu la réforme de l'assurance chômage qui fait que pour beaucoup d'entre eux, ils ont même quitté la notion de vivre et travailler au pays qui nous était cher quand même. Hein. Et donc c'est bien la question du tourisme, pourquoi faire? Du tourisme qui sert aussi au territoire, qui aménage le territoire. Et aujourd'hui, on voit bien, je veux dire, je parle sous le contrôle de Fabrice Pencook qui connaît bien ces sujets-là. Je dirais, aujourd'hui, on voit bien que bon nombre de saisonniers quittent même ces territoires de montagne pour aller vivre ailleurs, puisque on a plus, je dirais, de rémunération quand on a un CDI à l'année que quand on a des CDD saisonniers. Et en même temps,
on arrive dans un phénomène dans certaines stations où le coût de l'immobilier est tellement cher que même pour se loger, quand on est du coin, on a d'énormes difficultés. Donc la question aujourd'hui du rapport du tourisme avec l'aménagement du territoire et comment un tourisme fait vivre le pays dans lequel on le fait est vraiment une question primordiale. Si on rajoute à ça la question, je dirais aujourd'hui, de l'environnement, hein, de tout ce qui est lié au réchauffement climatique, on voit bien qu'il faut aussi qu'on pense à une autre forme de tourisme aujourd'hui et qu'on ne peut plus aller vers un tourisme où on développerait encore plus, je dirais, du tourisme un peu pour des gens qui ont des moyens, mais plutôt vers un tourisme de masse, comme on l'a connu, et vous l'aviez dit d'ailleurs dans votre diaporama. Donc je pense que là, le tourisme social a tout à fait son rôle à jouer, mais il faut en même temps que les pouvoirs publics l'accompagnent sur 2 sujets, l'immobilier, parce qu'on voit aujourd'hui, on a beaucoup de structures qui appartenaient avant à des CSE, enfin à des CE, c'était les CE à l'époque, ou même à des collectivités, qui tombent en friche et qui sont rachetés par des riches opérateurs pour eux en faire ou des appartements ou des BNB comme vous venez de le dire. Et sur la question sociale aussi qui est très 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 importante, je veux dire aujourd'hui, on ne peut pas demander la même chose à des entreprises ou à des instances comme les nôtres qui ne peuvent employer les salariés que 3-4 mois dans l'année, que ces salariés-là se retrouvent sans rien quand ils ne sont plus employés par nos propres structures. Donc il faut qu'on trouve une forme de solidarité collective si on veut y aller. Et en même temps, je terminerai juste là-dessus, on ne peut pas non plus être dans la logique de ce gouvernement-là qui a toujours aidé le secteur du tourisme mais qui a toujours aidé les employeurs d'ailleurs. Je le dis, hein, la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a bien dit que l'argent avait été mal utilisé au niveau gouvernemental et qu'il aurait pu être mieux utilisé si si l'État avait conditionné les aides pour permettre justement à ce que les saisonniers soient mieux lotis. Merci. Je suis tout à fait d'accord et j'ai une discussion que j'avais eue il y a quelques années où il y avait eu un accord entre, je crois que c'était la région Centre et peut-être Rhône-Alpes, je ne sais plus, pour faire des accords, en fait, des saisonniers qui faisaient 6 mois, 6 mois. Mais moi, je me suis toujours demandé, c'est peut-être une question totalement naïve, pourquoi est-ce que les saisonniers n'étaient pas intermittents du spectacle, enfin, au sens, vous voyez, en intermittent du spectacle... Je propose que ce débat-là. Ah bon, d'accord, c'est un truc à ne pas. Okay, que mon ami Alex. Voilà, c'est un grand débat, effectivement. Bon, okay. mais en fait, en tout cas, je suis parfaitement d'accord qu'il y a vraiment un problème, c'est que en fait, si on ne réfléchit pas, et je pense que vraiment ça va s'effondrer, si on ne réfléchit pas à ceux qui font vivre l'économie touristique, les territoires, c'est ceux qui partent en vacances et ceux qui travaillent. Donc à partir d'un moment où on ne prend pas en compte ni ceux qui partent en vacances, et je ne suis pas d'accord de parler de tourisme de masse, mais plutôt de tourisme populaire. Parce que en fait, c'est la différence entre la culture populaire et la culture de masse. La culture de masse, finalement, c'est celle qui est produite par l'industrie de masse. Mais c'est Netflix, quoi, à la fin. Mais je pense que là, il y a quelque chose de fondamental à défendre. Alors, on n'est pas forcément... on ne va pas dire qu'on est forcément politiquement actuellement dans la logique la plus voilà. Mais en fait, ils peuvent entendre. C'est-à-dire, à un moment donné, si plus personne veut travailler, s'il n'y a plus la question du rôle, en fait, de l'emploi peut-être se poser. Fabrice, oui, simplement, non, c'est juste pour que chacun puisse pousser après les réflexions, après nos échanges d'aujourd'hui. La première chose, en lien avec ce qui a été dit juste avant, on a une étude très intéressante de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme sur le ressenti des habitants, de la manière avec laquelle le tourisme se passe chez eux et de ce qu'ils sont d'accord d'en voir plus. Les résultats sont très intéressants parce que la grande majorité estime qu'il faut encore faire du tourisme. C'est quand même un éclairage qui est intéressant. Deuxième aspect sur les saisonniers, où le comité de massif que tu as évoqué tout à l'heure, la commission permanente en particulier, travaille à une motion sur le statut des saisonniers et la manière avec laquelle il faut sans doute bouger un certain nombre de lignes pour améliorer la situation. D'ailleurs, on se retrouve dans d'autres organisations, puisque le GNI, qui tenait son congrès il y a quelques jours, est allé sur le même thème avec des propositions qui se rapprochent de ce que vous évoquiez de la question des intermittents, c'est pour ça que je le cite. Et enfin, dernière chose, c'est de dire que sur l'emploi, les choses vont un petit peu mieux qu'elles n'allaient il y a un an en arrière. C'est encore loin d'être Byzance, mais ça va un petit peu mieux. Par contre, je voudrais qu'on refixe le sujet sur ce qui nous réunit, c'est qu'on dit à chaque fois qu'on parle d'emploi qu'aujourd'hui les salariés recherchent du sens dans leur action. Je crois que s'il y a bien un endroit dans le tourisme où on donne du sens, c'est particulièrement de ce que vous faites avec l'ensemble de vos acteurs. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Merci. Merci à de vous, votre à vous toutes et intervention. tous.